La vie d'un promoteur immobilier est menacée. Quelqu'un voulait sa mort. J'avais peur pour lui, vraiment très peur. Un après-midi de printemps, ses pires craintes se réalisent. L'ordinateur du suspect révèle des indices accablants. Elle cherchait des façons de tuer sur Internet. Mais c'est une preuve vieille de 20 ans qui permettra de résoudre l'énigme. Une adolescente disparaît. Tout ce qu'ils avaient, c'était la preuve qu'elle avait disparu. Les enquêteurs espèrent que son ordinateur pourra leur fournir un début de piste. Vous pouvez vous inventer n'importe quelle personnalité sur Internet. Durant 2 ans, l'enquête reste au point mort jusqu'à ce que la disparition d'une autre adolescente soit signalée dans la même ville. Tout ce que nous avions, c'était une valise, un corps et un tatouage sur la cheville. La police craint d'être confrontée à un tueur en série qui aurait un penchant pour les femmes rousses. Ce n'était pas une affaire de sexe, mais de pouvoir et de meurtre aussi. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre en ma compagnie 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Dans une enquête criminelle, le moindre indice peut se transformer en preuve à charge. Sachant cela, les criminels s'emploient à effacer derrière eux les traces compromettantes. Mais que peuvent-ils faire quand la preuve de leur culpabilité réapparaît comme par magie 20 ans plus tard? Dans l'ouest du Colorado, un brillant promoteur immobilier, Alan Helmick, et sa femme Myriam traversent une période difficile. La société immobilière d'Alan n'est plus aussi prospère qu'avant. Et quelqu'un a récemment essayé de le tuer. Pendant qu'Alan attendait Myriam, il a remarqué que de la fumée s'échappait de l'arrière de sa voiture. C'était au beau milieu d'un parking, en pleine journée. Apparemment, quelqu'un a placé un explosif dans le réservoir d'essence. Heureusement, Alan a vu la fumée et il est sorti à temps de sa voiture. Pour une raison qu'on ignore, quelque chose n'a pas marché. La voiture n'a pas explosé. Malheureusement, le parking n'est pas équipé de caméras de surveillance. La personne qui a placé l'engin explosif n'a pas été filmée. Vous avez des ennuis avec quelqu'un? Avec 2 personnes. De qui s'agit-il? Des gens qui travaillent dans une grosse banque. Le président et son vice-président. Ils m'ont accusé de maquiller les demandes de presse, ce qui est faux. C'est eux les coupables. J'avais la sensation, et je pense que les enquêteurs aussi, que ça allait être une affaire difficile. Est-ce qu'un contrat d'affaires avait mal tourné? Il y avait des ventes de propriétés dans lesquelles plusieurs personnes étaient impliquées. Peut-être que l'une d'entre elles était en colère et en voulait à Alan. Elle avait peut-être perdu de l'argent. 6 semaines plus tard, Alan ne se rend pas à un déjeuner prévu avec sa femme. Quand Myriam rentre chez elle, elle découvre son mari sur le sol de son bureau. Quand la police et les ambulanciers arrivent, ils constatent le décès d'Alan Helmick. Il a été tué d'une balle derrière la tête. Une douille provenant d'un pistolet de calibre 25 se trouve près du corps. La thèse du suicide a tout de suite été éliminée. Il n'y avait pas d'arme et à cause de l'emplacement de la blessure, ce n'était pas plausible. Le beau-fils d'Alan apprend sa mort quand il arrive au domicile familial. C'était terrible pour nous tous. Encore pire même. Ce qui lui est arrivé est vraiment atroce. Parce que c'était quelqu'un que les gens aimaient, respectaient, et il aimait sa famille. Il essayait de rendre sa vie meilleure, et il apportait beaucoup à son entourage. À première vue, on dirait un cambriolage. Plusieurs tiroirs ont été fouillés et une boîte à bijoux est vide. Mais puisqu'il n'y a pas eu effraction, cette théorie est rapidement abandonnée. Pour moi, ça ne ressemblait pas aux autres cambriolages que j'avais pu voir. Le reste de la maison n'avait pas été fouillé, contrairement à la plupart des cas sur lesquels j'avais travaillé. Puisque Myriam a découvert le corps, elle est automatiquement considérée comme suspecte. Mais elle accepte volontiers de se soumettre à une recherche de résidus de poudre.
Une personne qui tire avec une arme à feu entre en contact avec le gaz libéré quand la balle est projetée hors du canon. Les enquêteurs procèdent à des prélèvements sur les mains, les bras et le visage de Myriam. Mais il n'y a aucun résidu de poudre. Au point où nous en sommes arrivés dans cette affaire, permettez-moi d'en résumer les faits. Alan Elmick, un promoteur immobilier, connaît des difficultés professionnelles. Un jour, tandis qu'il se trouve à bord de sa voiture, il échappe de justesse à un incendie criminel. Elmick soupçonne 2 banquiers d'être les auteurs de l'agression. Ces derniers l'accuseraient, sans preuve, de pratiquer des prêts illégaux. Par ailleurs, certains de ses clients n'ont pas été satisfaits de ses services. 6 semaines plus tard, Elmick est retrouvé mort dans son bureau. Il a été tué d'une balle tirée dans la tête à bout portant. Quelques objets de valeur ont été dérobés, mais le vol ne semble pas être le mobile du crime. De plus, l'assassin n'a pas pénétré dans la maison par effraction. Étant donné que statistiquement, les auteurs de la plupart des meurtres sont des proches des victimes, les policiers examinent les mains de Myriam Elmick à la recherche d'éventuelles traces de poudre. Sans succès. Ils doivent donc reconsidérer les indices laissés sur la scène de crime et tenter d'identifier d'autres suspects potentiels. C'est comme s'il me manquait une partie de moi, de ma vie. Je suis entrée et je l'ai trouvé. Alan et Myriam Elmick étaient mariés depuis 2 ans. C'est leur second mariage à tous les deux. Alan et Myriam étaient inséparables. Leurs amis disent qu'ils étaient toujours ensemble. On aurait pu les comparer à un couple d'oiseaux, vous savez, les inséparables. Myriam est convaincue que le meurtre de son mari et la bombe posée dans sa voiture 6 semaines auparavant sont liés. Une semaine après l'enterrement d'Alan, Myriam trouve une carte de vœux sous son paillasson. Elle est adressée à la veuve éplorée. La carte disait « Les fous répètent les mêmes choses en espérant un résultat différent à chaque fois. Alan était le premier. Vous êtes la suivante. Courez. » À ce moment-là, Myriam s'est complètement effondrée physiquement. Elle a été prise d'une peur hystérique. Ils ont couru aussi vite qu'ils ont pu, sont montés dans la voiture de son ami et sont partis en trombe. Plusieurs mots sont mal orthographiés, y compris le nom d'Alan. Il n'y a pas le cachet de la poste sur l'enveloppe, ce qui signifie qu'elle a été déposée en personne. Myriam était effrayée. Elle était convaincue que maintenant, le tueur en avait après elle. L'écriture en majuscule rend impossible toute analyse graphologique. Il n'y a aucune empreinte sur l'enveloppe ou sur la lettre. L'enveloppe n'était pas fermée. Puisqu'il n'y a pas de dépôt de salive, il n'y a pas d'analyse ADN possible. De plus, le code-barre de la carte a été effacé. Le code-barre avait été découpé, comme si quelqu'un savait qu'on essaierait de remonter la trace de cette carte de vœux et de découvrir sa provenance. Les enquêteurs contactent la société qui fabrique ce modèle de carte et apprennent qu'il est vendu dans 3 magasins de la région. La vente la plus récente a eu lieu seulement 4 jours avant sa découverte par Myriam. C'est un achat en liquide effectué dans une boutique se trouvant à 20 km de la maison des Elmick. Les enquêteurs demandent à visionner les vidéos enregistrées par la caméra de surveillance du magasin. Et contre toute attente, ce qu'ils découvrent les stupéfie. Bingo! Qui a acheté cette carte de vœux? C'est Myriam Elmick en personne. Sa coupe de cheveux, ses lunettes, sa façon de marcher, sa silhouette, il ne faisait aucun doute pour nous qu'il s'agissait bien de Myriam Elmick. Les enquêteurs montrent la vidéosurveillance à la suspecte. Elle a admis avoir placé elle-même la carte chez elle. Elle a expliqué qu'elle voulait que la police se reconcentre sur l'enquête et qu'elle soit plus active. Les enquêteurs décident d'examiner les ordinateurs des Elmick.
Ils avaient deux ordinateurs côte à côte. L'un appartenait à Alan, l'autre à Myriam. Les gens se montrent beaucoup moins pudiques derrière leur ordinateur. Ils interrogent les moteurs de recherche sur des sujets dont ils ne discuteraient pas avec quelqu'un. Les enquêteurs découvrent que Myriam a fait des recherches sur Internet sur des sujets très intéressants. Surtout sur les médicaments que prenait Alan. J'ai découvert environ 180 recherches en ligne sur des sujets comme overdose de Viagra, overdose de somnifères, overdose de médicaments contre l'hypertension, une combinaison des trois ensemble, des souffrances endurées lors d'une overdose. Je pense qu'elle cherchait différents moyens de tuer Alan. Les enquêteurs apprennent également que Myriam va largement bénéficier de la mort de son mari. Les biens d'Alan sont estimés à plusieurs millions d'euros. Oui, le plus vieux mobile du monde. Le problème pour le moment, c'est que la police n'a pas de preuve que Myriam a tué son mari. Les enquêteurs pensent qu'Alan Elmick a pu être tué non pas par un associé en colère, mais par sa seconde femme, Myriam. Quand la police fait des recherches sur son passé, elle découvre quelque chose de suspect. 6 années auparavant, le premier mari de Myriam, Jack Giles, s'est suicidé par balle alors qu'il était étendu dans son lit près de sa femme. Apprendre qu'une femme a plus d'un mari qui est mort tué par une balle dans la tête, ça éveille forcément les soupçons. Et les enquêteurs découvrent un autre élément troublant dans cette affaire. C'est le demi-frère de Myriam, un policier local, qui est arrivé le premier sur la scène de crime et a déclaré qu'il s'agissait d'un suicide. Et cela, malgré le fait qu'apparemment, Jack Giles s'est suicidé en tirant de la main droite. Jack ne pouvait rien faire avec sa main droite. C'était un vrai gaucher et pourtant, il aurait choisi de tenir son arme avec sa main la moins habile. Ça ne tenait pas la route. L'explication de Myriam sur la cause du suicide de son mari est également suspecte. Elle a dit qu'il était très déprimé à cause de sa fille Amy, qui avait soi-disant fait une overdose. Myriam m'a raconté cette histoire plusieurs fois et sa version changeait. Une fois, il s'agissait d'une overdose, une autre fois, une sorte de mal, une maladie physiquement très pénible. Myriam est la bénéficiaire de l'assurance vie de Jack Giles, se montant à 100 000 euros. Elle a empoché l'assurance vie et elle a repris le cours de sa vie très rapidement. Pendant l'enquête sur le meurtre du second mari de Myriam, Alan Elmick, les policiers retrouvent une série de chèques pour un total de 30 000 euros à l'ordre de Myriam. Tous les chèques ont été signés par Alan. Mais maintenant, les enquêteurs doutent qu'il s'agisse réellement de sa signature. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'autres chèques qu'elle a certainement signés elle-même. Mais on a essayé de se limiter aux chèques sur lesquels la fausse signature était la plus évidente. Les experts en graphologie de la police identifient 10 chèques qui ont été contrefaits, mais ils ne peuvent pas dire avec certitude que Myriam est le faussaire. La police pense maintenant que c'est Myriam Elmick qui a piégé la voiture de son mari. Quand Alan a vu brûler sa voiture, elle se trouvait à l'abri dans un magasin. Elle s'est trouvée éloignée de la voiture au bon moment. Cela rappelle aux enquêteurs une scène du film No Country for Old Men. Dans ce film, le méchant fait exploser une voiture en fabriquant lui-même une bombe et on se demandait si Myriam avait vu le film. On a vérifié les factures de leur abonnement au câble et bien sûr, ils avaient loué ce film 4 jours avant que la voiture ait failli exploser à Delta dans le Colorado. Parvenu à ce stade, l'enquête prend une toute autre tournure car un grand nombre de preuves indirectes accusent Myriam Elmick
du meurtre de son mari. C'est elle qui, en effet, a acheté et confectionné la carte de menace, ceci afin de faire diversion. S'inspirant de la scène d'un film, c'est elle encore qui a piégé la voiture de son mari. C'est elle toujours qui a fait des recherches sur Internet pour s'informer des possibilités d'empoisonnement par surdosage de médicaments. Et puis c'est elle enfin qui a falsifié des chèques pour un montant de 40 000 $. À ce faisceau de présomption s'ajoute la mort suspecte de son premier mari. La police a-t-elle affaire à une veuve noire, à une tueuse en série, qui élimine ses conjoints successifs afin de s'enrichir? Il y avait tellement d'éléments et si on les mettait tous ensemble, ce qu'il s'était passé dans cette affaire était très clair. Mais les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé l'arme du crime, un pistolet de calibre 25. La fille d'Alan révèle à la police que son père possédait bien une arme de ce type, qui était dans la famille depuis longtemps. Ma petite sœur Christy s'est rappelée avoir vu l'arme en question dans un tiroir de notre père, sous des chaussettes, alors qu'elle était en train de ranger son linge. Mais cette arme ne se trouve plus dans la maison. Encore une fois, tout désignait Miriam Elmick, la personne qui avait accès facilement à l'arme. À chaque fois que vous pensiez tout savoir, un fait nouveau la concernant apparaissait. Les enquêteurs font une autre découverte. 20 ans auparavant, un coup de feu a été tiré avec cette arme lors d'une dispute entre les grands-parents de Wendy. Un jour, mon grand-père est devenu fou et il a essayé de tirer sur ma grand-mère chez eux, au milieu de la pelouse. Un voisin a assisté à la scène et est intervenu. Il s'est jeté sur mon grand-père et le coup est parti. La balle a atterri dans la pelouse. C'est l'histoire qu'on connaît sur ce pistolet. Le voisin qui est intervenu se souvient parfaitement des événements 20 ans après. Il a expliqué à la police où la balle se trouverait d'après lui. Avec de très minces espoirs, les experts scientifiques recherchent la balle qui est enterrée depuis 20 ans. On y est allé avec des détecteurs de métaux et après un moment, on a pu localiser la balle. Parvenir à retrouver une balle qui a été tirée en 1989, c'est incroyable. C'est le genre de choses qui n'arrive pas souvent. Est-ce que la balle tirée en 1989 reliera Myriam au pistolet qui a tué son mari? La famille d'Alan Elmick a dit à la police qu'il possédait un pistolet de calibre 25, mais il est introuvable. La fille d'Alan se rappelait que l'arme était assez petite et que la crosse était blanche. Une balle a été tirée avec cette arme 20 ans auparavant lors d'une dispute conjugale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la police a réussi à retrouver la balle enterrée dans la pelouse depuis toutes ces années. Malheureusement, après tout ce temps, la balle est abîmée. La balle était très rouillée et érodée. Et elle portait des marques résultant des dégâts causés par le frottement avec du sable ou de fines particules de roche. La balle qui a tué Alan Elmick est également endommagée à cause de l'impact, mais les rayures se trouvant sur les deux balles sont toujours visibles. Quand le canon d'une arme est fabriqué, des sillons sont creusés à l'intérieur du canon pour donner à la balle un mouvement de rotation. Le but est d'améliorer la précision du tir. Ces sillons sont uniques et propres à chaque arme, laissant des marques distinctives sur les balles. Les experts en balistique comparent les stries se trouvant sur les balles pour déterminer si elles ont été faites par la même arme. J'ai pu établir que la balle découverte dans le jardin correspondait à la balle retrouvée dans la tête de la victime, parce qu'elle présentait les mêmes rayures. J'ai aussi été capable d'établir que la balle retrouvée dans le jardin avait un mouvement de rotation vers la droite.
Mes conclusions étaient donc que ces 2 balles pouvaient avoir été tirées par la même arme. Les résultats de la balistique, ainsi que les autres preuves indirectes, sont largement suffisantes pour inculper Myriam Helmick de meurtre. Le procureur pense que Myriam volait systématiquement de l'argent sur les comptes professionnels de son mari. Mais Alan a fini par le découvrir. Myriam pensait que son mariage allait bientôt se terminer. Pour ne pas en arriver là, elle a donc essayé de tuer son mari en lui donnant une surdose de médicaments. Mais son plan n'a pas fonctionné. Elle a alors tenté de faire exploser sa voiture en plaçant une mèche dans le réservoir d'essence. Heureusement, sa machination a lamentablement échoué. Myriam devait connaître l'existence de l'arme qu'Alan possédait, un pistolet de calibre 25 que lui avaient légué ses parents. Alan le gardait dans son tiroir à chaussettes. Quand le couple s'est retrouvé seul, Myriam a attendu qu'Alan se rende dans son bureau. Elle s'est faufilée derrière lui et lui a tiré une fois dans la tête. Elle s'est douchée, s'est changée et s'est rendue en voiture au restaurant chinois. Pour se créer un alibi, elle a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone de son mari en lui demandant où il se trouvait. Hey Alan, this isn't funny anymore. I've been sitting here in front of the Chinese Dragon or the Chinese place for 15 minutes and you're never late. La police ignore où elle s'est débarrassée du pistolet et de ses vêtements, mais il s'agit certainement d'un lieu situé sur son parcours entre son domicile et le restaurant. Quand Myriam est retournée chez elle, elle a appelé les secours pour leur dire qu'elle avait trouvé son mari baignant dans une mare de sang. Après l'enterrement d'Alan, Myriam a acheté une carte de vœux et l'a placée chez elle pour faire croire qu'elle était la prochaine cible du meurtrier de son mari. Mais elle n'a pas vu que la boutique était équipée d'une caméra de surveillance. C'était Myriam sans l'ombre d'un doute. Elle portait les mêmes vêtements que lors de son interrogatoire par la police. Pendant son procès, Myriam décide de témoigner pour se défendre. Mais selon tous ceux qui y ont assisté, sa prestation l'a totalement desservie. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai tenu sa main pendant quelques minutes pour essayer de donner un sens à tout ça. Je ne me retrouve pas souvent dans ce genre de situation, et c'est un moment dont je me souviendrai pendant longtemps, parce que j'ai été obligé de la traiter plus ou moins de meurtrière devant les jurés. Je n'allais pas tourner autour du pot. Je devais faire savoir au jury que je ne croyais pas à sa petite comédie. Quand j'ai demandé aux jurés ce qu'ils avaient pensé d'elle, 6 d'entre eux m'ont répondu en même temps « c'est une menteuse ». Le jury déclare l'accusée Myriam Helmick coupable de meurtre avec préméditation. Myriam Helmick est condamnée à la prison à perpétuité. Notre père est mort, mais nous allons aller de l'avant et nous vivrons pleinement pour lui. Et toi, Myriam, tu n'as eu que ce que tu méritais. Il cherchait l'amour et il pensait l'avoir trouvé. Mais il a rencontré une femme qui n'en voulait qu'à son argent et ça lui a coûté la vie. Tous les rebondissements qu'il y a eu dans cette affaire resteront gravés dans ma mémoire, que ce soit l'apparition de la carte de vœux ou la découverte d'une balle tirée en 1989. Et la chance qu'on a eue de la retrouver a permis de faire des comparaisons malgré l'absence de l'arme du crime. L'enquête a été menée de façon remarquable. Myriam et Alan s'étaient rencontrés dans un cours de danse. Veufs tous les deux, cherchant l'âme sœur, ils avaient rapidement décidé de refaire leur vie ensemble. Une de leurs amies a décrit Alan comme un chevalier en armure étincelante, venu prendre soin de Myriam pour la rendre heureuse. Mais il y a fort à parier que cette dernière avait planifié son crime dès le début de leur relation. Lors du procès, les jurés ont déclaré Myriam Helmick coupable de 14 des 15 chefs d'accusation retenus contre elle, parmi lesquels meurtre avec préméditation, tentative de meurtre, escroquerie, faux, usage de faux. Elle a été condamnée
à purger une peine de prison à perpétuité. À la lecture du verdict, la meurtrière n'a exprimé ni regret, ni émotion. Les veuves noires, comme la majorité des femmes tueuses en série, sont capables de dissimuler leurs sentiments pendant très longtemps. Le temps pour elles d'organiser leurs crimes avec minutie. Elles sont souvent d'apparence banale, ne sont généralement pas conformes à l'image de séductrice qu'en donne le cinéma. Enfin, la plupart d'entre elles, vous l'avez compris, sont des sociopathes ou des psychopathes qui n'ont pas été diagnostiqués par un psychiatre. Lorsque des policiers parviennent à résoudre une affaire qui, au départ, leur semblait insoluble, ils ont de bonnes raisons de se réjouir. Une fois arrêtés, s'ils refusent de plaider coupable, l'assassin présumé comparaît devant un grand jury qui rend son verdict. Dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, nous allons voir qu'en dépit de l'accumulation de preuves médico-légales dont ils disposaient, les enquêteurs ont prolongé leurs investigations au-delà du nécessaire. Et cet excès de zèle leur a permis d'exhumer une seconde affaire classée depuis 2 ans. Une journée typique à Lubbock, au Texas. Un employé de la décharge municipale remarque cependant une chose inhabituelle, même dans un endroit comme celui-ci. Un homme a vu qu'on balançait une valise et il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dedans. Curieux, l'homme ouvre la valise. Au début, il pensait qu'elle contenait un mannequin, mais il a vite compris qu'il s'agissait du corps d'une jeune femme. Son corps était recroquevillé dans une position fétale. Il présentait de nombreuses blessures et des bleus. La victime est une jeune femme rousse. Son corps est entièrement dénudé. Aucun indice ne permet de l'identifier et elle n'a aucun signe distinctif, excepté un tatouage sur la cheville, Summer. Tout ce que nous avions, c'était une valise, un corps et un tatouage sur la cheville. Selon le légiste, la mort serait survenue il y a moins de 24 heures. La victime a été sauvagement battue et elle respirait encore lorsqu'elle a été mise dans la valise. Le rapport d'autopsie conclut que l'asphyxie est la cause du décès. Quelle mort atroce d'être enfermée vivante dans cette valise et laissée à l'agonie. De plus, la victime était enceinte de 2 mois et demi. Toute la ville était sous le choc. Et on se demande, mais quel genre de monstre est capable de faire ça? Qui est capable de faire ça à un autre être humain? Ces empreintes digitales permettent de l'identifier. Summer Lee Baldwin, 29 ans. Une mère célibataire de 4 enfants, déjà arrêtée pour racolage. C'était une jeune femme qui se battait pour survivre, comme le font tant d'autres. Elles essaient tout simplement de s'en sortir jour après jour. Elles évoluent dans un monde qu'il est parfois impossible de quitter. L'enquête pour retrouver l'assassin de Summer s'annonce difficile. Son activité la mettait en contact avec des individus peu recommandables. Et trouver des indices dans une décharge est une tâche ardue, voire impossible. Il y avait des détritus partout. Chercher des indices là-dedans serait un véritable cauchemar. Un travail de titan. La police ne retrouve aucune empreinte sur la valise. Il s'agit d'un modèle de grande marque et le code barre est toujours présent. C'est le point de départ de l'enquête. J'ai été chargé de réunir et de tirer le maximum d'informations de cette valise. Le fabricant indique à la police que ce modèle a uniquement été vendu dans les magasins du centre commercial Walmart. Je suis allé à Walmart. J'ai trouvé les valises, le même modèle avec la même référence à l'intérieur. Une employée m'a dit qu'à partir de ce numéro, ils pouvaient retrouver la trace de toutes les ventes dans leur système informatique. Effectivement, le système de tracking pour suivre leurs produits est assez sophistiqué. Les enquêteurs apprennent qu'une valise de ce modèle a été vendue le jour du meurtre de Summer à 3 h du matin. Le client aurait aussi fait un autre achat en même temps.
C'est pas commun d'aller acheter une valise à 3h30 du matin. Et ça l'est encore moins d'acheter des gants en latex. C'était très suspect. La police examine les vidéos des caméras de surveillance dans l'espoir d'y apercevoir le suspect. Sur la vidéo, on voit un homme de type hispanique ou de type caucasien, mais très brun. Approximativement 1,80 m, âgé d'une vingtaine d'années. Les enquêteurs doivent maintenant essayer de le retrouver. La police est à la recherche d'un suspect dans l'enquête sur le meurtre de Summer Lee Baldwin, 29 ans. Des caméras de surveillance d'un magasin de Walmart montrent un homme achetant la valise dans laquelle son corps gisait quelques heures avant sa découverte à la décharge. Les vidéos permettent également d'identifier le véhicule du suspect. C'était un pick-up de couleur rouge. L'homme a utilisé une carte de crédit pour acheter la valise. Nous avons découvert que le détenteur de la carte de crédit s'appelait Rosendo Rodriguez. Les relevés montrent que la même carte a été utilisée quelques minutes plus tard pour payer un plein de carburant. Les enquêteurs remarquent un hôtel de l'autre côté de la rue, face à la station-service. Une employée travaillant à la réception a reconnu Rosendo d'après la photo de son permis. Il avait fait une réservation sous le nom de Thomas Rodriguez. La clé de la chambre d'hôtel fournit une information capitale aux enquêteurs. Les clients ne le voient pas, mais chaque utilisation de la clé magnétique pour entrer dans une chambre est enregistrée informatiquement. Dans cette affaire, les policiers ont bénéficié d'une extraordinaire succession de hasards heureux. Alors, premier coup de chance, la valise de grande marque dans laquelle a été enfermé le corps de Summer Lee Baldwin n'était en vente que dans un seul magasin de la ville. Un modèle de valise rigoureusement identique à celui retrouvé sur la décharge à ordures et une paire de gants en latex ont été achetés à 3 heures du matin, ce qui est tout à fait inhabituel. L'acquéreur a payé avec une carte de crédit et a été filmé par une caméra de surveillance. Puis, la réceptionniste de l'hôtel situé en face du magasin a reconnu le suspect. Il s'agit d'un certain Rosendo Rodriguez. Ensuite, la clé magnétique de la chambre d'hôtel fournit aux enquêteurs un indice supplémentaire. Rodriguez a regagné sa chambre à 3h46, soit moins d'1 heure après l'achat de la valise. Et ce n'est pas tout. Nous avons découvert ce que nous pensions être du sang sur le tapis, le sommier et les draps du lit. Dans le couloir de l'hôtel, il y avait une poubelle. On y a retrouvé un sac pour le linge et à l'intérieur, il y en avait un du centre commercial. Et dedans, des gants en latex. À ce moment-là, on a eu la sensation d'avoir trouvé la scène de crime, l'endroit où Summer Baldwin avait été tué. Une question demeure. Où se trouve Rodriguez? La police consulte la liste des appels émis et reçus sur son portable. Quelques heures après avoir disposé du corps, il était dans un bus. Durant le trajet, il a pris une photo de lui dans son polo blanc et vert, souriant à l'objectif comme si rien ne s'était passé. Ensuite, il l'a envoyé à une de ses petites amies avec la légende sur le retour vers San Antonio. À San Antonio, la police se rend chez les parents de Rodriguez et trouve le suspect devant son ordinateur. Interrogé sur le meurtre de Summer Baldwin, il nie toute implication. Mais les preuves scientifiques relevées sur les gants en latex retrouvés dans la poubelle de l'hôtel ne laissent aucun doute. Nous avons recherché des traces d'ADN sur les deux faces des gants en latex. Sur la face extérieure des gants, on retrouve l'ADN de la jeune femme. Il est également présent à l'intérieur, tout comme l'ADN de Rodriguez. L'ADN de Rodriguez correspond également à celui analysé grâce au kit de viol utilisé par la police scientifique qui a procédé aux examens sur le corps de Summer. Pour la police, l'affaire est résolue. Mais les enquêteurs veulent mettre la main sur l'ordinateur de Rodriguez.
Une simple formalité dans l'enquête, mais qui va s'avérer capitale. En analysant les données contenues dans l'ordinateur de Rodriguez, on a vite établi qu'il essayait de rencontrer et d'avoir des relations sexuelles avec des filles via Internet. Dès son retour chez ses parents, Rodriguez fait des recherches sur Internet sur Summer Baldwin. Mais un autre nom a fait l'objet de nombreuses recherches. Il s'agissait de Joanna Rogers. Mais que savions-nous sur elle? Joanna Rogers, une lycéenne de 16 ans, est portée disparue depuis 18 mois. Ses parents l'ont vue pour la dernière fois peu de temps avant sa disparition, aux alentours d'1h du matin, alors qu'elle revenait de la sandwicherie où elle travaillait. Sa mère lui a dit qu'elle se verrait dans la matinée. Joe était d'accord. Elle nous a dit qu'elle nous aimait et qu'elle partait se coucher. Le lendemain, Joanna n'était plus là. Ses parents ont tout de suite compris que quelque chose de grave s'était produit. Elle n'a pas utilisé sa voiture. Elle n'a pas pris ses clés, ni d'argent. Elle n'a emporté aucun vêtement excepté ceux qu'elle portait, ni son téléphone. Il y avait forcément de quoi s'inquiéter. Elle avait disparu et je n'avais aucune idée de ce qui avait pu se passer. Il n'y a aucun signe d'effraction. Et les parents de Joanna, dont la chambre donne non loin de l'entrée, n'ont rien entendu. J'avais envie de croire qu'elle allait de nouveau franchir la porte. Je savais qu'il y avait d'autres possibilités, mais je ne voulais pas m'attarder dessus. J'avais peur. Joanna n'aurait jamais pu partir comme ça. C'est ce qui nous terrifiait parce que ça ne collait pas avec son caractère. Peu après sa disparition, la police et des volontaires organisent des recherches. Sans résultat. Des centaines de gens ont participé aux recherches pour retrouver l'adolescente. Joanna, où que tu sois, nous voulons que tu saches que nous t'aimons. Et si quelqu'un sait où est Joanna, je vous en prie, merci de contacter le bureau du shérif pour nous aider à la retrouver. Les policiers disposent maintenant de suffisamment de preuves médico-légales pour inculper Rosendo Rodriguez du meurtre de Summer Baldwin. On a tout de suite pensé que s'il avait tué Summer Baldwin, il avait tout aussi bien pu tuer Joanna Rogers. La police est convaincue que Rosendo Rodriguez a assassiné Summer Baldwin dans une chambre d'hôtel de Lubbock. Il a ensuite caché son corps dans une valise et s'en est débarrassé dans une décharge. En se basant sur les informations retrouvées dans l'ordinateur de Rodriguez, les enquêteurs soupçonnent le suspect d'être aussi impliqué dans la disparition d'une lycéenne de 16 ans, Joanna Rogers. Le corps de Summer a été retrouvé dans une valise, dans une décharge. Est-ce qu'il fallait s'attendre à la même chose pour Joanna? D'après ses navigations sur Internet, il s'intéressait beaucoup aux faits divers, et particulièrement à Summer Baldwin, puis à Joanna Rogers. Et il essayait de savoir si les enquêteurs arrivaient à reconstituer le puzzle de ces deux affaires. Ce qui pour moi signifiait deux choses concernant Joanna. 1, elle était probablement morte, et 2, c'était sûrement lui qui l'avait tuée. Autre coïncidence étrange, l'ordinateur de Rodriguez révèle qu'il était entré en contact avec Joanna peu avant sa disparition. Selon moi, elle avait parlé à Rosendo Rodriguez. Or, Joanna et Summer Baldwin présentent quelques ressemblances. On a dressé le profil de ces victimes, grosses, à la peau claire et jeunes. Nous nous demandions si nous n'étions pas confrontés à un serial killer. Mais les enquêteurs ont besoin de preuves. Le portable de Joanna Rogers ne montre aucune trace d'appel émis ou reçu de Rosendo Rodriguez. Mais la police établit que le suspect a appelé Joanna sur sa ligne fixe, notamment la nuit de sa disparition. On suppose qu'il l'a appelé alors qu'il était en chemin vers sa maison, et une autre fois quand il est arrivé. Imaginer que leur fille Joanna a subi le même sort que Summer Baldwin est une douleur insupportable pour sa famille. Un être humain ne peut endurer une telle souffrance. C'était trop pour nous.
Difficile de décrire ce que j'ai ressenti. C'était comme recevoir une balle en pleine poitrine. Si les deux affaires sont très similaires et que le corps de Johanna se trouve aussi dans une décharge, les enquêteurs auront beaucoup de mal à le localiser. Pour résumer la situation, plus de 500 hectares sont devenus notre scène de crime. Heureusement pour la police, la gestion des décharges est extrêmement bien organisée, ce qui va faciliter leur travail. J'ai notamment appris que les déchets sont empilés et stockés avec une grande logique. La décharge est organisée en zones quadrillées. Il est possible de savoir où ont été déversés les détritus provenant d'un quartier précis de la ville. Les volontaires commencent à fouiller la décharge là où les déchets du quartier de Johanna ont été déposés. Malgré tout, cela représente 2 années de déchets déversés, soit 250 000 tonnes à explorer. En arrivant sur place, la première chose qui m'est frappée, ce sont les odeurs. Des odeurs insoutenables. Évidemment, ce n'est pas un endroit très agréable. Imaginez les odeurs que peuvent dégager vos poubelles et multipliez l'intensité par 10 000 et ça vous donnera une petite idée de l'odeur sur place. Des centaines de personnes prennent part aux recherches. Tous ces gens ont voulu nous aider à retrouver notre fille. Ça représentait beaucoup pour nous. Peut-on seulement imaginer dans quelles conditions se poursuit 12 semaines durant le travail harassant des volontaires? Dans une odeur pestilentielle, ils retournent sans relâche des tonnes d'ordures. Ils fouillent, triturent, dégagent des immondices, sans résultat. Craignant que les bénévoles perdent leur santé dans un endroit aussi insalubre, les autorités décident d'interrompre les recherches. C'était infesté de rats avec le risque d'attraper des maladies. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer les efforts fournis par ces volontaires. Ils ont pris des risques et enduré pas mal de choses. Et finalement, après des mois de recherche, un tractopelle déplace une pile de déchets qui recouvrait une valise. À l'intérieur, la police découvre le corps décomposé d'une jeune fille rousse. L'examen dentaire confirme qu'il s'agit bien de Johanna Rogers. La mère de Johanna voulait pouvoir faire son deuil et c'était désormais possible. Je suis tellement contente que nous t'ayons retrouvée, ma chérie. J'aimerais que nous soyons de nouveau réunis. Mais ce jour arrivera. Mais une question subsiste. Des preuves scientifiques pourront-elles lier Rosendo Rodriguez au meurtre de Johanna Rogers? Grâce à la technologie numérique, la police trouve les preuves nécessaires au bout de 2 jours. Je crois que ce que j'ai appris grâce à cette affaire, c'est que le plus petit indice peut vous permettre une grande avancée dans une enquête. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rien négliger. Je suis revenu au point de départ, le code barre de la valise. C'est ce qui nous a fourni la première piste. La police pense que Rodriguez a pris Summer Baldwin en voiture avant de se diriger vers son hôtel. Ils ont eu des rapports sexuels, puis une violente dispute a éclaté. Le médecin légiste a établi que Rodriguez a frappé Summer jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Des gouttes de sang ont éclaboussé le sol, les draps et le sommier. Rodriguez conduit jusqu'au centre commercial où il achète une valise et des gants en latex qu'il paye avec sa carte de crédit. Il fait ensuite un plein d'essence et d'après l'enregistrement de la clé magnétique de l'hôtel, il réintègre sa chambre à 3h46 du matin. Rodriguez met le corps de Summer dans la valise alors qu'elle est toujours en vie. Il jette les gants et le reçu de carte bleue de la valise dans une poubelle du couloir de l'hôtel. Les gants contiennent des traces de l'ADN de la jeune femme et de son assassin.
Rodriguez dépose le corps de Summer dans une benne qui sera un peu plus tard récupérée par un camion qui en déposera le contenu à la décharge. Le téléphone portable de Rodriguez permet de retracer sa route jusqu'à San Antonio. Mais ce qui a permis à l'enquête de décoller, c'est le code-barre de la valise. Lorsque Rodriguez est arrêté pour le meurtre de Summer, le contenu de son ordinateur permet de le lier à Joanna Rogers, disparue 18 mois plus tôt. Il a communiqué avec Joanna grâce à Internet et l'a appelée vers 2 heures du matin, la nuit où elle a disparu, certainement pour la prévenir qu'il arrivait. La police pense que Rodriguez et Joanna se sont sûrement disputés car il voulait coucher avec elle. La dispute a tourné à l'agression. Les preuves réunies par les enquêteurs montrent que Rodriguez a opéré de la même façon qu'avec Summer. Après avoir tué Joanna, il place le corps dans une valise qu'il dépose dans une benne. Valise qui finira à la décharge. Malheureusement, aucune trace d'ADN appartenant au suspect n'est relevée durant l'autopsie de Joanna Rogers. À cause de l'état de décomposition du corps, nous n'avons pas été en mesure d'affirmer avec certitude quelle a été la cause de la mort. Mais la découverte du corps de Joanna a été un élément déterminant dans l'avancée de l'enquête. La police a fait un travail extraordinaire pour retrouver Joanna et permettre à sa famille de lui offrir des funérailles. C'est essentiel pour que les proches puissent faire leur deuil et important aussi pour sa mémoire. Rosendo Rodriguez est jugé pour le meurtre de Summer Baldwin. Les preuves scientifiques ont été déterminantes. L'accusé est reconnu coupable et condamné à mort. Sans les preuves scientifiques, nous n'aurions jamais pu résoudre cette affaire. Les traces d'ADN, le sang, les données contenues dans l'ordinateur, le tracking de la valise, tout ça nous a mis sur la voie. Rodriguez finit par avouer le meurtre de Joanna Rogers. Mais le procureur décide de ne pas le poursuivre pour ce meurtre, étant donné qu'il est déjà condamné à la peine capitale. Un meurtrier essaiera toujours de dissimuler son crime par tous les moyens. Et notre métier est justement de l'en empêcher. Le crime parfait n'existe pas. Les preuves scientifiques sont là pour y veiller. C'est une sécurité. Vous pouvez essayer de les contourner, mais vous serez toujours rattrapé. Vous avez beau en connaître un rayon et regarder toutes les séries à la télé, il y a toujours un truc nouveau. Il y a toujours des choses que les criminels ignorent. Et c'est pour ça qu'ils se font coincer à un moment ou à un autre. Rosendo Rodriguez, un réserviste des Marines, s'était rendu à Lubbock dans le cadre d'une formation professionnelle. C'est dans cette ville qu'il avait fait la connaissance de Summer Baldwin. Au cours du procès, Rodriguez prétendit qu'il entretenait une liaison amoureuse avec la jeune femme, mais que l'addiction de cette dernière au crack avait rapidement détérioré leur relation. Un soir, dans la chambre d'hôtel, tandis qu'une violente dispute avait éclaté, Summer avait essayé de lui porter des coups de couteau. En état de légitime défense, Rodriguez l'avait étranglé accidentellement, puis avait déposé son corps dans une décharge. Cette version, complètement rocambolesque, n'ayant eu aucun impact sur le jury, le procureur proposa un marché. Il acceptait de commuer la peine de mort en réclusion à perpétuité à condition que Rodriguez confesse son implication dans l'assassinat de la jeune Joanna Rogers. Pour sauver sa tête, Rodriguez reconnut les faits.
Ayant obtenu son numéro de téléphone sur Internet, il avait violé et tué la lycéenne après l'avoir attirée dans un piège. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles.